vous êtes en direct. Et bonjour et bienvenue, en particulier aux gens qui rejoignent la rediffusion. Parce que si vous êtes là dès maintenant, soit vous êtes entaqué dans les starting blocks comme Gaëtan, qui est en train de nous regarder sur LinkedIn depuis 3 minutes à attendre que ça démarre, soit vous êtes en train de regarder la rediffusion, et bien bienvenue. C'était un super live où on a parlé de l'Institut Pasteur. Et ceux qui sont en train de se connecter là tout de suite, ne vous inquiétez pas, en fait, on a besoin de vous aussi. On va faire la promo de ce live-là ensemble. Je vais lancer la petite vidéo d'introduction qui me permet à nous aussi d'appeler tous nos copains pour qu'ils rejoignent le live. Et bien, pendant qu'on fait ça, interagissez dans le chat, dites bonjour en commentaire, indiquez dans quelle ville vous êtes. Est-ce qu'il y a un Institut Pasteur dans votre ville? Ça, c'est une bonne question, moi ça m'intéresse. Si vous êtes à Lille, oui. Si vous êtes à Paris, oui. Il y en a 30 dans le monde apparemment. On va en savoir plus. On va en savoir plus sur l'Institut Pasteur aujourd'hui. Donc restez avec nous. Et surtout, partagez le webinaire, partagez le live LinkedIn. Bonjour! Partagez le webinaire, partagez le live LinkedIn pour qu'on soit tous ensemble à écouter Guilain qui sera là juste après, qui est déjà là dans le chat. Et juste en dessous, je lui ai parlé juste avant, donc il est là. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est cool? C'est parti. Je lance la vidéo de titre. Bonjour à tous. Alors, je vous confirme que si vous ne voyez pas forcément les commentaires des autres personnes dans le chat, moi, je les vois bien tous ici et je peux vous passer à l'écran. Donc, n'hésitez pas même à vous-même la poster un commentaire. Voilà, ici, c'est Lille. On a un peu de décalage, hein, donc le moment où vous posez le commentaire, il sera à l'écran une seconde après. Voilà. Merci, bienvenue tout le monde. Hop, tout le monde est là. Aujourd'hui, on va poser des questions à Guilain de l'Institut Pasteur. Il va nous expliquer. Alors déjà, en ce moment, ils ont une campagne de dons qui s'appelle une campagne de mécénat qui s'appelle Terre de chercheurs. Ils recherchent 15 millions d'euros sur 5 ans. Il va nous expliquer pourquoi maintenant et à quoi ça va servir. On va parler de l'Institut Pasteur de Lille aussi. C'est quoi l'origine de l'histoire de l'Institut? Moi, je ne savais pas. Pour moi, Albert Calmette, c'était le nom d'une rue, quoi. Ou d'un CHR, je sais pas. Il y a un arrêt de métro, je pense, qui s'appelle comme ça. Il va nous expliquer en quoi l'Institut Pasteur aussi, c'est un acteur économique de la région qui est indispensable. Donc, j'attends vos questions sur ce sujet, hein, bien sûr. Hop. Et enfin, on va parler en détail de la campagne de la campagne de mécénat, comment ça fonctionne, comment vous pouvez aider l'Institut Pasteur à se développer, etc. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. C'est super chouette que InSitu donne une tribune aujourd'hui à l'Institut dans ce cadre-là. Si vous ne connaissez pas InSitu IT, hein, je vous le rappelle, déjà vous êtes bienvenus sur ces webinaires, on en fait tous les mois. Moi c'est Damien, je suis Damien de Wheel of Devs et j'anime les webinaires chez InSitu tous les mois. Le prochain sera en terrain conquis. On va dans une ville chouette. On fait un road trip. InSitu, du coup, c'est un acteur qui met en relation des freelances avec ses clients en grand compte. On peut appeler un apporteur d'affaires, un porteur commercial. Voilà, c'est un petit peu votre force de commerce externalisée quand vous êtes freelance dans l'informatique. Ils sont très très forts en commerce. Très, très forts. Et ils sont présents donc à Lille, à Lyon, à Valence, à Nantes. Et puis en fait, maintenant, avec le télétravail, etc., ils ont des missions partout. Que ce soit à Toulouse, à Bordeaux, à Metz, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont ouvrir leur prochaine agence, tellement ce sont des gens compétents, quoi. Est-ce que c'est cool, les gens, les bizdev de InSitu dans les commentaires? Je vous ai bien présenté ou pas? Vous êtes contents? Mais partout. Partout. Voilà. Hop, je vais faire monter Guilain sur la scène. Votre conseil, votre commerce, votre accompagnant. Voilà, c'est ça. Tout est là, tout est là. Guilain, je vais te faire monter sur la scène. Je vais descendre Cassandra. Je n'ai pas descendu Cassandra depuis tout à l'heure, on t'entend. Bienvenue. Bonjour. Guilain, qui es-tu? Bonjour. Alors, bonjour à tous. D'abord, merci de votre présence pendant ce live. Merci Damien pour ton accueil et pour l'animation. Puis merci InSitu aussi de nous offrir cette vitrine et de la possibilité de pouvoir échanger avec chacun d'entre vous. Je me présente rapidement. Donc, Guilain Fauquet, moi, j'ai le plaisir d'animer au quotidien la direction de la communication et du développement philanthropique de l'Institut Pasteur de Lille. Développement philanthropique, pour le dire autrement, c'est la collecte de dons auprès des particuliers, des entreprises dont on va parler juste après, notamment sur Terre de chercheurs. Alors du coup, Terre de chercheurs, on en parle, hein, ça c'est la campagne qui est en cours. Donc c'est une campagne qui va se dérouler sur 5 ans ou on cherche du financement pour 5 ans? Alors, on cherche du financement sur 5 ans. Donc, effectivement, on reviendra après dans le détail sur le pourquoi, le pourquoi et le modèle économique de l'Institut Pasteur de Lille. Mais Terre de chercheurs, c'est une campagne que nous avons lancée il y a maintenant 6 semaines à destination des acteurs économiques au global sur le territoire national. L'objectif, c'est d'être soutenu à hauteur de 15 millions d'euros par les acteurs économiques
pour consolider, accélérer, sécuriser un certain nombre de projets, de travaux scientifiques et de succès qui sont aux portes de la réalisation et aux portes du succès. Mais pour ça, les chercheurs ont besoin de moyens, ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de sécurité, puisque la recherche, ça demande du temps. Et ça, on en parlera après. Donc voilà, donc c'est une grande campagne. C'est la première fois qu'on lance une campagne de notoriété, de communication, de prospection aussi dense à destination des entreprises. Qu'est-ce qui fait que vous faites pourquoi vous faites cette campagne maintenant et pas dans 6 mois ou dans un an, ou pourquoi vous faites pas ces campagnes-là tous les ans finalement, quoi? Alors aujourd'hui, on parlera plus en détail de l'Institut Pasteur juste après, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que notre rôle, c'est de travailler sur les enjeux de santé du moment et de demain. Moi, je le dis très souvent, nos chercheurs sont des veilleurs, c'est-à-dire qu'ils anticipent en permanence les enjeux de santé des 5, 10, 15, 20 prochaines années. Et la recherche, ça demande du temps long. Aujourd'hui, il y a des enjeux de santé, notamment sur l'avancée en âge, qui arrivent, et on connaît les besoins des 10 ou 20 prochaines années, et les soins, les thérapies des 10 ou 20 prochaines années, ils se jouent maintenant. Puisque pour découvrir, pour mettre en marché un médicament, un vaccin, pour faire évoluer une thérapie, il faut entre 10, 20, 30 ans de recherche. Donc ça veut dire que les soins de demain, ils s'inventent aujourd'hui. Et nos chercheurs sont en train d'avancer sur Alzheimer, sur le cardiovasculaire, sur la résistance aux antibiotiques. Ils sont parfois en phase clinique, on rentrera dans le détail après. Mais c'est maintenant que la santé des prochaines années va jouer. Donc c'est maintenant qu'il faut les soutenir. J'ai mis la jauge. Ça, on pourra la regarder à différents moments pendant le live, mais cette jauge-là fonctionne. On va vous donner le lien directement ici. Ça, c'est bien celle du webinaire aujourd'hui. Hop, je vous la remets ici dans le chat. Hop, comme ça, vous l'avez aussi. N'hésitez pas à participer. On va vous en parler plus en détail tout au long du sujet, mais j'étais curieux de mettre la jauge tout de suite. Hop, ici, ici, ici. On regardera, on pourra la réafficher plus tard. Tu as parlé d'Alzheimer, tu as parlé de la résistance aux antibiotiques. Antibiotiques, oui. En informaticien, j'ai failli dire résistance aux antivirus, hein, vraiment. Hop. Pourquoi c'est des sujets, comment on peut avancer sur ces sujets-là aujourd'hui? Pourquoi c'est des sujets Alors pourquoi sont des sujets prégnants aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de chiffres. Aujourd'hui, un enfant sur 2 qui est né après 2000 va vivre centenaire. C'est prouvé, ce sont les études qui le montrent. Donc, si vous avez des enfants qui sont nés après 2000, 1 sur 2 à travers le monde, donc en plus, quand on est dans un pays développé, la moyenne est encore plus importante. Pour autant, on considère qu'aujourd'hui, à 65 ans, il nous reste à peu près une dizaine d'années d'espérance de vie en bonne santé sans perdre d'aptitude. Ça veut dire qu'au moment où on va passer à la retraite, à peu près vers 65 ans, il nous reste 10 ans en bonne santé, pour autant on va vivre 100 ans, pour le faire court. Et aujourd'hui, on a des enjeux de santé à partir du moment où la population avance son âge, notamment sur Alzheimer. Je pense que c'est une maladie qui aujourd'hui touche beaucoup de monde, ou en tout cas on a tous autour de nous un proche ou quelqu'un qu'on connaît qui est touché, ou un ami dont les proches sont touchés par Alzheimer. C'est une maladie qu'on connaît encore peu. Mais il y a aussi des enjeux sur le diabète, l'obésité. Alors pour ceux qui sont de la région, malheureusement en plus dans les Hauts-de-France, on est plutôt sur le haut du podium sur ces maladies, et notamment sur les jeunes générations. Les risques cardiovasculaires quand on avance en âge sont des risques aussi qui se développent. Le monde évolue, la société évolue, les modes de vie évoluent, et on l'a tous vécu il y a quelques années, les risques de pandémie, de maladies infectieuses, des maladies qui étaient pour l'instant plutôt exotiques et qui commencent à se développer et arriver sur les pays développés. Donc tout ça fait que dans les 20-30 prochaines années, avec cette avancée en âge, on a des enjeux de santé très importants, et je viens de les citer. Il y en a évoqué aussi tout à l'heure, c'est la résistance aux antibiotiques. La médecine a fait des progrès énormes depuis des dizaines d'années, notamment sur les antibiotiques qui permettent de soigner des maladies qui nous condamnaient il y a encore une 50aine d'années. Pour autant, la contrepartie, c'est que les bactéries sont des matières vivantes, elles s'adaptent, et elles s'adaptent aussi aux antibiotiques. Et aujourd'hui, la résistance aux antibiotiques, c'est ce que l'OMS appelle la pandémie silencieuse. L'OMS considère que dans quelques années, ça fera plus de morts à travers la planète que toutes les formes de cancer réunies. Donc ça aussi, ça veut dire que si on veut vivre en bonne santé plus longtemps, c'est aussi des sujets qu'il va falloir traiter, et ils se traitent maintenant pour la santé de demain.
Et puis en plus, enfin, moi je suis résistant à certains antibiotiques. Quand je dois monter en gamme, ils sont vraiment moins agréables, hein. Exactement. Et des maladies qu'on soignait, je pense à la tuberculose par exemple, qui est une de nos spécialités ici sur l'île, qu'on soignait plutôt bien, ben, ça commence à être compliqué, et on peut mourir aujourd'hui de maladies qu'on arrivait à soigner il y a quelques années. Ah ouais. Euh, c'est quoi, en fait, l'Institut Pasteur de Lille, c'est quoi? Parce que, enfin, on sait qu'il est là, on sait qu'il existe. C'est pas c'est pas un bâtiment qui prend le nom de Pasteur a posteriori. Il est ancré dans l'histoire de Pasteur. Il est ancré dans l'histoire de Pasteur. Moi, je vous... alors, on va prendre quelques minutes pour se reprojeter quelques années, 130 ans avant, puisqu'on fête nos 130 ans cette année. 1894, Louis Pasteur, bah, que tout le monde connaît, hein, qui a travaillé sur la rage, mais pas que, développe ses recherches sur un certain nombre de sujets. Au même moment, la ville de Lille, qui est en plein développement, est touchée par une épidémie de diphtérie qui fait des ravages, hein, des centaines de morts parmi les ouvriers, les enfants des ouvriers, etc. La mairie de Lille cherche une solution au problème et entend parler d'Émile Roux, un des disciples de Louis Pasteur, qui a inventé un sérum anti-diphtérie. Donc on est en septembre 1894. Une délégation de la mairie de Lille va à la rencontre de Louis Pasteur et de ses équipes pour chercher une solution. Et Louis Pasteur leur propose d'ouvrir un centre de recherche à Lille qui portera son nom et qui sera chargé de développer, de produire le sérum anti-diphtérie, de poursuivre les recherches notamment sur la tuberculose et sur d'autres sujets. Et c'est comme ça que l'Institut Pasteur de Lille est né, par des rencontres entre l'équipe de la mairie de Lille de l'époque et Louis Pasteur, qui a accepté de créer un institut. Il en avait créé un à Paris quelques années auparavant. Il commençait à en créer un peu partout à travers le monde. Il y en a une trentaine aujourd'hui à travers le monde. Et donc, à Lille, il a accepté de créer un institut Pasteur. Il avait déjà un petit, voilà, une histoire avec Lille, ça ne se sait pas forcément, mais il était le patron de la fac de sciences et de pharmacie dans les années 1850, donc il connaissait bien Lille. Et donc, c'est comme ça qu'est né l'Institut Pasteur de Lille. Et il en a confié, tu parlais d'Albert Calmette tout à l'heure, il en a confié les rênes et la direction à Albert Calmette, qui est un de ses élèves. Je vais aller regarder, hein, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il s'est passé en 1894, pour le contexte. C'est le début de l'affaire Dreyfus et la fondation du CIO par Pierre de Coubertin. Exactement. Et sur les JO, nous, cette année, on a voilà, en plus, c'est nos 130 ans, mais c'est aussi les 130 ans des JO. On a un petit bout d'histoire ensemble. Vous êtes synchro avec les JO. Donc voilà, donc ça fait 130 ans que l'Institut existe. À l'origine, on a été créé sur la diphtérie, sur la tuberculose. Ouais. Mais aujourd'hui, on travaille. La diphtérie, c'est plus un sujet. Par contre, on a d'autres enjeux de santé, c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est bien le rôle de nos 800 chercheurs. Et du coup, en fait, dès le début, l'Institut, c'est pas juste un institut de recherche. Il a une fonction. Alors déjà, il produit du coup des remèdes pour la diphtérie à l'époque, c'est ça? Alors à l'époque, il produisait des remèdes pour la diphtérie. Il a produit aussi des remèdes contre la tuberculose, puisque Albert Calmette, tu disais tout à l'heure, je connais Calmette parce qu'il y a une rue. C'est le métro. Hein. Moi, je vais vous citer un autre sujet auquel on peut associer Calmette, c'est le BCG. Le BCG, c'est Albert Calmette qui a inventé le BCG avec Camille Guérin, c'est pour ça que ça s'appelle BCG, hein, Bacillier Calmette Guérin. Il l'a inventé à Lille, à l'Institut Pasteur de Lille, puisque Calmette, quand il a pris la direction de l'Institut Pasteur de Lille, il a continué à travailler sur la tuberculose. Et dans les années 20, il a créé le BCG et il a choisi d'offrir le vaccin au monde, le BCG étant le vaccin qui est toujours utilisé aujourd'hui contre la tuberculose. Et il a choisi de l'offrir au monde et de sauver des centaines de millions de personnes depuis maintenant quasi une centaine d'années. Donc l'Institut Pasteur de Lille, ça a été un centre de production de la diphtérie, mais surtout, et c'est bien la vocation des Instituts Pasteur de Lille, un centre de recherche et de compréhension du vivant, parce que c'est bien la nature même d'un Institut Pasteur, c'est de comprendre comment le vivant fonctionne, et à partir des découvertes qui sont faites sur le vivant, ça permet d'initier des découvertes sur des thérapies, des médicaments, etc. Et il y a un volet prévention aussi. Et il y a un volet prévention, voilà, c'est ce que j'allais compléter. Calmette s'est vite rendu compte que produire le sérum antidiphtérique, c'était bien, mais s'il n'accompagnait pas les ouvriers, leurs familles, dans des gestes de santé, dans le fait de se laver les mains, d'aller faire ses besoins aussi, parce qu'à l'époque, voilà, on était côté hygiène, c'était quand même pas terrible dans les maisons d'ouvriers, à l'extérieur et pas dans la maison, sur les enjeux d'eau usée. Il s'est rendu compte que s'il ne travaillait pas là-dessus en amont, ça ne servait pas à grand-chose, finalement, de faire un sérum ou même d'inventer un vaccin contre la tuberculose. Donc, il a ouvert ce qu'on appelait un préventorium. Et en fait, il a inventé le concept de centre de prévention, le concept même de prévention, en 1901. Et très rapidement, l'Institut Pasteur de Lille, c'était de la recherche et de la prévention. 130 ans après, l'Institut Pasteur de Lille, c'est toujours de la recherche
et c'est aussi de la prévention, notamment pour accompagner en prévention santé les populations les plus précaires. Pendant le Covid, on a beaucoup entendu parler des instituts Pasteur. Hein. On a entendu parler des instituts Pasteur comme des autres centres de recherche, mais effectivement, alors nous à Lille, on n'a pas travaillé sur le vaccin parce que notre taille et nos capacités financières ne permettaient pas d'engager des recherches sur le vaccin. Par contre, on a travaillé sur un médicament. Mais heureusement, malheureusement pour nous, heureusement pour la population, le vaccin est arrivé et a permis de faire vacciner, de faire reculer la maladie, ce qui nous a empêché de tester le médicament. Donc on n'a pas pu tester le médicament. Parce que les gens venaient se faire tester aussi. Les gens venaient faire les tests au tout début. Et les gens, en plus, voilà, on a été centre de test puisque les gens venaient faire leurs tests à l'Institut Pasteur de Lille, comme dans d'autres centres de prévention. Mais ça, on a mis à disposition de la population et du plus grand nombre nos capacités, notre savoir-faire. Ouais, parce que après, les tests, c'est devenu une commodité. Il y en avait dans toutes les pharmacies, mais les centres de tests, il n'y en avait pas partout au début. Exactement. On a oublié un peu toute l'histoire. Ouais. Ouais, c'est passé vite, mais au début, les gens faisaient la queue à l'Institut Pasteur. C'était un peu le seul endroit où on pouvait se faire tester rapidement. Ouais. Exactement. Ok. Tac. L'Institut Pasteur, c'est aussi un acteur économique. C'est un acteur qui est en relation avec la vie économique de la ville. Quoi. On a parlé de sa vocation sociale, on a parlé de sa vocation sociétale, mais il a un rapport avec les entreprises dès le début de son histoire. Et dès le début de son histoire, oui. En fait, alors, Albert Calmette, quand il a créé l'Institut Pasteur de Lille, la mairie de Lille lui a offert un terrain à l'Institut Pasteur de Lille, mais il n'y avait pas d'argent à l'Institut Pasteur de Lille. Donc, même pour construire le bâtiment, Calmette a fait appel à la générosité du public et à la générosité des entreprises. Et donc, ça, on reviendra après sur le principe des dons, mais il a aussi travaillé avec les entreprises. Et notamment avec les brasseurs du Nord. On va parler de bière, je n'avais pas vu ton commentaire. Effectivement, il a travaillé avec les brasseurs, puisque Pasteur avait travaillé sur la fermentation, et à l'époque, la fermentation, les brasseurs, les vignobles, les viticulteurs, etc., ne connaissaient la fermentation, mais ne savaient pas le maîtriser. Ils ne connaissaient pas le principe derrière. On pensait que la fermentation, c'était inné, voilà. Non, les travaux de Pasteur ont permis d'apprendre à maîtriser la fermentation, et du coup, on a tous les brasseurs du Nord qui venaient se faire former à l'Institut Pasteur de Lille pour apprendre à maîtriser la fermentation. Donc, si aujourd'hui on a aussi une région brassicole, c'est grâce à l'Institut Pasteur. On a travaillé, ou à l'époque, ils ont travaillé avec d'autres entreprises, notamment avec le Safre, si vous connaissez, pour ceux du Nord qui connaissent le Safre, qui est le premier acteur mondial autour de la levure et des enjeux de fermentation. Louis Le Safre, Louis Bonduel, qui était à l'origine de la création de Le Safre, on travaille avec Louis Pasteur sur les enjeux de fermentation. Donc il y a toujours eu cette imbrication entre l'Institut Pasteur de Lille et les acteurs économiques. Aujourd'hui, on souhaite le renforcer, notamment à travers le mécénat, mais aussi on souhaite développer des coopérations avec les grandes entreprises de recherche dans la région pour que nos chercheurs et leurs chercheurs travaillent aussi en parallèle et aillent plus loin dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont des secteurs R&D, mais souvent les chercheurs qui travaillent qui font de la recherche dans le privé, ils ont fait de la recherche dans le public avant. Et même des entreprises qui peuvent être créées dans les bio ou dans la santé aujourd'hui dans la région, souvent c'est des chercheurs qui ont travaillé à l'Institut Pasteur à un moment, quoi. Exactement. Nous, on a cette capacité, c'est un peu unique. On reviendra sur le modèle de l'Institut Pasteur juste après. Mais de par notre composition, de par les acteurs aussi qui rayonnent autour de nous, on n'est pas seul. On est dans un écosystème recherche dans lequel il y a l'université, l'INSERM, le CNRS et le CHU de Lille. Et cet écosystème, il est assez unique en France. Ailleurs, dans les autres régions, il n'existe pas. Puisque avec cet écosystème, on est capable d'aller de la découverte fondamentale de base. Je vais le dire vulgairement, mais comment une bactérie fonctionne, qu'est-ce qui fait que la maladie d'Alzheimer se déclenche sur tel profil génétique, etc., jusqu'à la recherche clinique. Et nous, on va plus loin, c'est-à-dire que nos chercheurs sont en capacité aussi, sur le campus, de créer une start-up et d'aller jusqu'à la création de valeur économique. On a quelques belles pépites pour ceux du Nord qui connaissent la société Genfit. Genfit est née sur le campus Pasteur Lille avant de vivre sa vie en dehors du campus et de devenir cette belle entreprise qu'elle est devenue aujourd'hui. Pour les informaticiens, pour les informaticiens, en fait, la recherche et ces créations d'entreprises-là, ça crée de l'emploi aussi pour nous, quoi. Exactement.
puisque derrière, alors, et en plus pour les informaticiens, on parle de plus en plus, alors on va parler d'intelligence artificielle dans la recherche, on peut évoquer le sujet, mais aussi de la gestion de données. Aujourd'hui, les métiers de nos chercheurs, c'est aussi d'agréger, d'exploiter de la donnée provenant de bilans de santé, d'études cliniques, etc. Donc il y a des vrais sujets sur la bioinformatique. Et aujourd'hui, nos chercheurs, voilà, ce sont des compétences soit qu'ils cherchent ou avec lesquelles ils travaillent de plus en plus. Ouais, je comprends. Justement, du coup, une entreprise qui participe à cette campagne de dons, comment elle va pouvoir collaborer en fait au-delà de la partie financière? Alors, d'abord, pourquoi les entreprises? Parce que ça, c'est une question qu'on a parfois. On dit, OK, vous sollicitez des entreprises pour soutenir la recherche. D'abord, pourquoi ce serait aux entreprises de financer la recherche et pas, voilà, quel est le rôle des entreprises là-dedans? Et après, pourquoi elles auraient intérêt à financer la recherche? Je vais d'abord répondre à la première question, qui est pourquoi aujourd'hui on a ce besoin et pourquoi on se tourne vers les entreprises. Aujourd'hui, la fondation, l'Institut Pasteur de Lille est une fondation. Et d'ailleurs, j'insiste bien sur le Institut Pasteur de Lille, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il y a un Institut Pasteur à Paris. Nous sommes juridiquement, financièrement, totalement indépendants. Je vais le dire autrement, et j'espère qu'il n'y a pas mes confrères parisiens qui sont connectés. Si vous donnez 1 euro à l'Institut Pasteur à Paris, parce que vous êtes à Lille en vous disant ça remontera à Lille, non, ça restera à Paris. Et ça créera de la richesse scientifique, la valeur scientifique, économique, etc., à Paris et pas à Lille. Donc l'Institut Pasteur de Lille, il est juridiquement, financièrement indépendant. Nous sommes une fondation privée et 75% du budget que nous dédions à la recherche, c'est à peu près 20 millions d'euros par an, le budget dédié à la recherche, provient de notre capacité à lever des fonds. 75%. Ouais. Et dans cette capacité à lever des fonds, aujourd'hui, la collecte, c'est à peu près 9 millions d'euros par an. Le reste, c'est ce que les chercheurs vont aussi chercher en répondant à des appels à projets de fondation, etc. Sur ces 9 millions d'euros par an, les entreprises, c'est à peine 450 000 euros. Donc aujourd'hui, les entreprises, c'est à peine 5% de la collecte de l'Institut Pasteur de Lille, qui est surtout soutenue par la générosité du grand public. Or, si on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure, pour aller plus loin, pour accélérer, pour sécuriser les travaux que nous sommes en train de mener, on a besoin de 3 millions de plus par an sur les 5 prochaines années. On ne peut pas demander aux particuliers aujourd'hui de faire cet effort en un an. Dans le contexte d'inflation, ce n'est pas possible. À l'inverse, le Nord et les Hauts-de-France, c'est une terre d'entrepreneurs. Si on souhaite que ça reste une terre de chercheurs, là, on propose et on sollicite les entreprises pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils contribuent aussi. Alors, pourquoi une entreprise aujourd'hui s'associerait finalement à la recherche dans la santé? Parce que la santé, c'est devenu un sujet d'entreprise. On l'a vu au moment du Covid. On parlait d'Alzheimer tout à l'heure. Alzheimer, aujourd'hui, les entreprises, c'est un sujet qui les touche directement puisque les salariés, ils sont évidemment sur leur engagement professionnel dans l'entreprise, mais ils sont aussi parfois, à titre perso, en situation d'aidant des parents, voire des grands-parents en même temps. Donc, ils doivent allier cet engagement professionnel et en même temps cet engagement personnel. Et ça devient un sujet de plus en plus compliqué dans les entreprises. Tous les DRH le disent. Le sujet de l'aidant, du salarié aidant, devient un sujet d'entreprise. Le sujet de la santé des collaborateurs en entreprise, quand on a des collaborateurs qui vont travailler jusqu'à 63, 64, 65 ans, donc on va avoir des collaborateurs qui vont avancer en âge, peut-être demain un peu plus, il faut qu'ils restent en bonne santé. Donc, c'est un sujet, et c'est pour ça qu'on sollicitait les entreprises en disant, vous êtes aussi concernés. Après, il y a plein de moyens de soutenir l'Institut Pasteur de Lille. Tu l'évoquais, il y a le don et le mécénat, en sachant que nous sommes une fondation, donc tous les dons qui sont faits à l'Institut Pasteur de Lille bénéficient d'une réduction de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, vous donnez 10 000 euros à l'Institut Pasteur de Lille, ça vous coûte 4 000 euros. Puisqu'il y a 6 000 euros qu'on peut déduire des impôts. Et idem, puisque je sais qu'il y a aussi des personnes qui nous quittent et qui pourraient donner à titre individuel. À titre individuel, c'est 66%, et pas 60%. Donc voilà, donc ça veut dire que, reconnu d'utilité publique, le don, ça peut être aussi une opération fiscale qui est intéressante pour un particulier ou une entreprise. On sollicite aussi les entreprises pour qu'elles nous accompagnent sur l'ouverture de portes. Nous, on a besoin de dons, mais on a besoin aussi d'aller vite sur cette campagne Terre de chercheurs, donc de pouvoir rencontrer des entreprises. C'est ce que Insitu nous a proposé, notamment en nous soutenant, c'est nous dire, au-delà de l'accompagnement qu'on peut faire avec vous, on peut vous accompagner pour vous ouvrir des portes chez nos clients, et puis aussi vous mettre en relation avec notre communauté de consultants qui eux-mêmes connaissent du monde, et peuvent parler de l'Institut Pasteur de Lille à leurs clients, à leurs entreprises, à leurs partenaires, etc. Parce que nous, plus on a de personnes qui nous soutiennent, et quel que soit le montant du don, ça c'est un élément important aussi,
Parce que parfois, on nous dit, ouais, mais 15 millions d'euros, moi, honnêtement, je peux mettre que 1000 balles, ça ne sert pas à grand-chose. Si, on dit très souvent, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Oui, ça fait 3000 personnes qui le font, ça fait 3 millions. Exactement. Il y a 300 personnes sur le webinaire, donc en vrai, si les 300 personnes sur le webinaire font 10 000 euros, c'est bon. Hein. Alors, voilà, et on fait le budget. Donc, on fait le budget. C'est aussi l'idée, c'est de se dire, soutenir l'Institut Pasteur de Lille. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau des particuliers, ceux qui nous soutiennent le plus sont des gens qui ont un faible niveau de revenu. C'est paradoxal. Alors, on a 60 000 donateurs à peu près au niveau des particuliers. Ce sont surtout des donateurs à faible niveau de revenu. Et ça, c'est les choses qu'on dit aussi souvent aux PME. Une PME, elle peut donner aussi à hauteur de ses moyens et il n'y a pas de petits dons. Et c'est aussi important pour nous, le don d'une petite entreprise, que le don d'une grande entreprise, parce qu'on est fiers d'être soutenus par tout type d'entreprise. Donc, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de nous soutenir financièrement, mais aussi de nous ouvrir des portes, de nous donner de la visibilité, comme le fait In-Situ, de nous faire rentrer dans des partenariats, et puis parfois aussi, avec certains types d'entreprises, on évoquait les entreprises de recherche dans la santé, dans la bio, sur les Hauts-de-France, c'est de travailler avec nos équipes de recherche et parfois de monter des programmes de recherche communs pour faire avancer la science. Un freelance, c'est déjà une petite entreprise. Grosso modo, pour la refaire de manière directe, vous êtes indépendant et vous allez payer de l'impôt sur les sociétés cette année, défiscalisez-en une partie en faisant un don en mécénat. Alors, vous pouvez soutenir de l'art, vous pouvez soutenir de la santé. Voilà, on vous propose cette option-là aujourd'hui. Et d'un autre côté, parler à la machine à café de cette campagne de dons pour sensibiliser les acteurs RSE dans votre entreprise, ça fait avancer la campagne, ça soutient l'Institut tout autant que le don, quoi. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans les commentaires? Vous êtes très très gentil, très très passif, mais de manière générale, on est aussi là pour répondre à vos questions. Tac, je vais regarder de mon côté. Est-ce que j'avais d'autres sujets? Est-ce que toi, il y a un sujet que tu voudrais aborder encore, Guilain? Oui, je peux peut-être juste compléter parce que quand on est freelance ou consultant, on a tout intérêt à ce que son écosystème se développe. Il y a quelque chose qui est pas ou peu connu. Je disais tout à l'heure, le modèle de l'Institut Pasteur, il est unique. Il faut savoir que ce modèle, il est unique en France, qui permet d'agréger dans son écosystème les acteurs qu'on évoquait tout à l'heure. Et cette capacité d'aller de la recherche fondamentale à l'étude clinique, parce qu'on travaille aussi avec le CHU, il est unique en France. Donc, c'est vraiment une pépite de la région. Et c'est une pépite aussi qui contribue à l'attractivité économique de la région. Parce que derrière l'Institut Pasteur de Lille, c'est aussi la création de valeur scientifique, on l'évoquait tout à l'heure. C'est la création de valeur économique, parce qu'on peut aller créer des startups ou aider des entreprises à se développer à partir des recherches. C'est de la création de valeur sociale, parce que quand on fait de la prévention santé, on contribue aussi à l'évolution de la société. Ouais. C'est la création de valeur universitaire, parce qu'on attire des chercheurs de très haut niveau qui viennent à Lille pour travailler avec l'Institut Pasteur de Lille, et on travaille aussi avec l'université. Donc, ça veut dire que potentiellement, ils accueillent des stagiaires, voire ils donnent des cours, etc. Et donc, c'est des gens qui ne vont pas donner des cours ailleurs. Et on a la chance, en région et en France, d'avoir une marque qui est Institut Pasteur et qui est un vrai vecteur d'attractivité aussi pour la région et pour les Hauts-de-France. Quand je dis Hauts-de-France, ce n'est pas que la région, c'est plutôt le nord de Paris, parce que ça n'existe pas ailleurs en France. Donc, quand une entreprise nous soutient, elle soutient aussi l'attractivité et le développement économique de la région. Et ça, on a tendance parfois un peu à le sous-estimer en se disant finalement, je soutiens que de la recherche. Non, on soutient une marque et un vecteur d'attractivité de la région qui est assez puissant. Voilà, tout est dit. Hein. De manière générale, c'était un peu l'angle qu'on avait effectivement développé. Hein. C'est que l'Institut, c'est un acteur économique de la région, c'est un acteur qui soutient, c'est un acteur qui fait rayonner. On a refait le tour, on a un peu tout redonné aujourd'hui. On n'a pas beaucoup plus de questions que ça dans le chat. Donc du coup, je pense que le plus simple, c'est de te remercier. Alors, on va remettre le lien. De manière générale. Tac, hop, là, je remets ce lien-là. Si vous voulez faire un don tout de suite, c'est ici. Sinon, vous pouvez simplement relayer le lien de la campagne à vos proches, à vos collègues, à vos collaborateurs, à quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît. Hop. Et voilà. Et vous pouvez contacter Guilain sur LinkedIn aussi. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn, parce qu'on est de plus en plus présents et sur les réseaux et de manière générale pour suivre l'actualité.
Et merci en tout cas d'abord d'avoir été présent, d'avoir suivi le webinaire. Et puis merci d'avance pour les dons, quels qu'ils soient, que vous pourriez nous faire pour nous accompagner et soutenir nos chercheurs. Et n'oubliez pas, derrière l'Institut Pasteur, c'est surtout la santé de demain et la santé de nos enfants qu'on est en train de préparer. Et l'avenir c'est pour nous, mais c'est aussi et surtout pour nos enfants. Parce qu'on est en train de construire la santé de demain et finalement l'avenir des enfants. Donc merci pour eux aussi. Ok, super. Bah écoute, merci. Moi, franchement, j'étais content de te rencontrer, Guilain. De manière générale, j'étais content d'apprendre des choses sur l'Institut aussi. C'était très chouette. Merci à In-Situ de te donner cette tribune-là. On a laissé le temps pour la question. Et vraiment, les gens n'ont pas plus de questions que ça. Souvent, c'est parce qu'ils sont en train de manger ensemble ou quoi, en train de manger en même temps ou quoi. Ou ton discours était juste trop clair. Je ne sais pas. En tout cas, merci. Merci pour cette tribune. Ok. Bon, bah super. Je vais mettre le générique de fin et n'hésitez pas à continuer à échanger dans les commentaires à la fin. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci.